Donc j'appelle le docteur Jean-Paul Christol pour un exposé sur l'exploration des fonctions rénales du sujet âgé. Merci Madame la Présidente. Merci. Je voudrais bien sûr commencer cet exposé en remerciant les organisateurs de ce congrès et surtout Madame Bangout de m'avoir invité à la Guadeloupe pour parler avec vous de l'exploration des fonctions rénales chez le sujet âgé. Donc, je viens de Montpellier, c'est une autre région viticole, mais je voudrais avant tout vous rassurer sur les alcools forts. On vient de nous dire que dans les alcools forts, il n'y avait pas de resveratrol. Donc vous avez peut-être été à juste titre un peu inquiet pour le rhum. Alors je vais vous rassurer. Si vous faites vieillir le rhum dans un bon tonneau de chêne, le rhum s'enrichit en polyphénol et en particulier en resveratrol qui vient du tonneau de chêne comme le vin de Bordeaux. Et vous pouvez avoir donc des rhums extrêmement riches en resveratrol qui vous assureront une survie longue et surtout heureuse. Donc, ceci étant dit, nous allons passer au sujet du jour, donc à l'exploration des fonctions rénales chez le sujet âgé. Alors, première question, est-ce que vraiment nos fonctions rénales se dégradent quand on vieillit? Eh bien, cette diapositive, c'est une étude épidémiologique dans la région de Tours que je dois à Jean-Michel Halimi. Et vous voyez, quand il a collecté l'ensemble des créatinines de la région de Tours et qu'il les a converties en débit de filtration glomérulaire, ou plutôt surtout en clearance de la créatinine par une formule de Cockcroft, eh bien, vous voyez que plus vous vieillissez et plus vos fonctions rénales se dégradent. Et quand vous regardez le stade 3, donc des Cockcroft inférieurs à 60 ml par minute, vous voyez que près de 80% de vos femmes supérieures à 75 ans et près de 60% de vos hommes supérieurs à 75 ans sont déjà au stade 3 de l'insuffisance rénale chronique. Mais vous voyez aussi que cette étude a été faite avec un Cockcroft. Donc en fait, la question c'est, est-ce que vous avez vraiment une dégradation des fonctions rénales ou est-ce que c'est tout ou partie lié à un biais de cette méthode de mesure qui est le Cockcroft? Alors là aussi, si on regarde après l'incidence en dialyse, eh bien, on voit bien que c'est une population vieillissante. Donc, on a vraiment une dégradation des fonctions rénales. Mais quelle est la part du Cockcroft? Alors, pour étudier ça, je vous propose de revenir à la base, c'est-à-dire à regarder la répartition des créatinines plasmatiques chez le sujet âgé. Donc ça, c'est 1300, 1200 patients qui viennent en ambulatoire à Montpellier, qui ont entre 65 et 101 ans, et on regarde la médiane des créatinines. Eh bien, vous voyez que chez la femme, on a une médiane de créatinine à 71 avec un interquantile range à 61 et 85 et c'est l'homme 89, 75, 107. Donc des créatinines qui vont vous paraître tout à fait rassurantes. Bien maintenant, regardons ce que ces créatinines nous donnent en exploration des fonctions rénales. Eh bien, premièrement, souvenons-nous des données américaines et des données épidémiologiques. Eh bien, chez un homme de 60 ans, ni vieux ni jeune, 60 ans, eh bien, vous devez avoir pour 111 micromoles de créate un débit de filtration glomérulaire à 60. Et chez la femme, 88 micromoles doit correspondre à un débit de filtration de 60 ml par minute chez une femme anglo-saxonne blanche. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dans notre population? Eh bien, on voit que la créatinine chez la femme, dans notre population âgée, est inférieure à ce seuil de 88. Donc, on doit s'attendre à des fonctions rénales supérieures, meilleures. Et bien pourtant, on voit que le Cockcroft est nettement inférieur à 60 et que le MDRD va se retrouver autour de 70. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette simple analyse épidémiologique? Eh bien, premièrement, que chez le sujet âgé, on va certainement avoir une créatinine plus basse que le laisserait penser l'évolution des fonctions rénales. Et que deuxièmement, le Cockcroft sous-estime la fonction rénale. Et donc, nous allons avoir trois questions qui vont nous guider dans cet exposé. Premièrement, pourquoi la créatinine du sujet âgé est-elle basse? Quelle est sa signification? Deuxièmement, puisque vous avez une créatinine basse, quelle va être la mesure de créatinine la plus appropriée? Et troisièmement, quelle formule choisir? Alors, pourquoi la créatinine est-elle basse chez le sujet âgé? Eh bien, parce que la créatinine, c'est un coproduit du métabolisme musculaire. Donc, la créatinine, qu'elle soit urinaire ou sanguine, représente d'abord votre masse musculaire. Et le sujet âgé est un sujet qui devient sarcopénique. Et donc, tout au long de la progression de l'insuffisance rénale chronique, puisque le pool de créatinine est plus bas, eh bien, l'élévation de créatinine va être plus modérée. Vous avez ici
la décroissance du débit de filtration glomérulaire, et ici l'augmentation uniquement chez l'homme de la créatinine. Eh bien, si vous prenez un cétotomatics, qui est l'ancêtre de tous les rugbymen de la création, eh bien, vous voyez bien que lui, il va arriver à une insuffisance rénale chronique terminale à 1500. Si vous prenez Ashkenonichou, dont les muscles ne sont plus qu'un souvenir, eh bien, vous voyez qu'il va être insuffisant rénal chronique terminal à 700. Et que Ashkenonichou a, donc là, je ne sais pas, je dois être à 500, eh bien, il est déjà au stade 5, alors que le Chabal, il va courir encore comme un lapin. Donc, vous voyez bien que l'interprétation de la créatinine doit être dépendante de la masse musculaire. Et on le voit bien chez le sujet âgé. Regardez cette étude. Vous avez ici la créatinine. Vous avez ici un groupe de sujets âgés dits en bonne forme et ici un groupe de sujets âgés aux fonctions altérées, donc un peu qui ne sont plus en bonne santé. Regardons ce groupe-là. La créatinine est stable. La créatinine est stable chez ces sujets entre donc, 65 ans et 85 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde un marqueur qui est indépendant de la masse musculaire, la cystatine, eh bien je vois que ma cystatine augmente. Donc, que mon débit de filtration glomérulaire diminue. Le sujet âgé perd de la masse musculaire. Si ses fonctions rénales restent stables, la créatinine du sujet âgé doit diminuer. Et c'est pour ça que vous avez des créatinines faussement rassurantes. Et donc, en fait, le postulat, c'est que la créatinine plasmatique du sujet âgé est influencée par la sarcopénie, donc que la créatinine du sujet doit diminuer avec le vieillissement. Et donc, un sujet âgé dont la créatinine reste stable est un sujet âgé dont les fonctions rénales se dégradent. Premier point important. Deuxième point, comme la créatinine est basse, quelle méthode de créatinine devez-vous choisir pour mesurer vos créatinines chez le sujet âgé? Alors vous allez me dire, tout ça, c'est passé, puisque depuis 2006, on sait que toutes les créatinines doivent être des créatinines IDMS traçables, donc raccordées à la méthode de référence, donc tout à fait inattaquables. Qu'est-ce que ça veut dire, une créatinine IDMS traçable? Eh bien, ça veut dire une créatinine dont on connaît les valeurs des calibrants, C'est tout. C'est uniquement ça jusqu'à présent, jusqu'en 2006. On ne connaissait pas, ou on ne connaissait que de façon imparfaite, la valeur des calibrants. Et puis après, actuellement, on doit utiliser ce standard. Et pourquoi on doit utiliser celui-là? Parce qu'il a deux niveaux, un avec des créatinines relativement basses et un avec des créatinines hautes. Je ne vous parle pas de votre calibration que vous utilisez quotidiennement. Si vous regardez, quelle que soit votre créatinine, les calibrants, ils sont toujours à 300, jamais dans des valeurs physiologiques. OK. Donc, premièrement, vous devez utiliser une créatinine traçable. Et deuxièmement, vous devez avoir une précision de la méthode dans laquelle vous avez une imprécision totale inférieure à 8% et un biais par rapport à la méthode de référence inférieur à 5% pour une créatinine, toujours pareil, de 88 micromoles. Alors, une créatinine traçable, OK, mais laquelle? Pourquoi laquelle? Parce qu'il y a actuellement deux grandes familles de créatinines dites IDMS traçables. Il y a des méthodes enzymatiques et des méthodes compensées. Si je prends la vieille méthode de Jaffe, eh bien, qu'est-ce que je vais doser? Je vais doser la créatinine, et puis des chromogènes non spécifiques, parmi lesquels les protéines. Si je prends une méthode enzymatique, eh bien, elle est par nature spécifique et je ne dose que la créatinine. Donc, à partir des années 2006, entre 2000 et 2006, on a sorti la créatinine compensée. Les types ont dit, OK, j'ai des protéines. Eh bien, je vais enlever ce que les protéines m'apportent comme chromogènes non spécifiques. Et selon les méthodes, on va enlever environ entre 17 et 20 micromoles. Et vous allez avoir une créatinine compensée qui va être valable si vous avez des protéines normales. Donc, pour un sérum théorique, on va y revenir. Alors, premièrement, est-ce que toutes ces créatinines sont valables? Donc, dans le groupe SFBC, Société française de biologie clinique, on a décidé d'étudier d'abord les créatinines enzymatiques dans des fourchettes relativement basses permettant la détection entre 36 micromoles et 175 micromoles. Et puis, on a fait ces représentations de Monte Carlo où on met le biais ici et l'imprécision.
Et pour qu'une créatinine soit bonne, il faut qu'au niveau choisi, eh bien, elle tombe sous le chapeau. Elle tombe sous le chapeau ici. Là, vous avez la créatinine désirable et là, la créatinine acceptable. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que globalement, pour les créatinines enzymatiques, si je me fixe à 88 micromoles, ce qui sont les recommandations internationales, donc entre ça et ça, eh bien, je vois que toutes les créatinines enzymatiques rentrent dans le chapeau des acceptables et que la majorité rentre dans le tableau dans le chapeau des désirables. Si je suis à 36 micromoles, elles sont toutes pas si loin que ça, parce que 36, c'est quand même très bas. Il n'y en a qu'une, qui est la technique Kodak, chimie sèche, qui s'en détache clairement pour un problème de calibration. Si maintenant, on s'amuse à comparer pour des systèmes sur le même automate, avec le même fabricant, on s'amuse à comparer les créatinines enzymatiques et les créatinines compensées. Et on l'a fait entre 36 micromoles et 97 micromoles. Mais je vous rappelle que la médiane chez les femmes, c'est 71 micromoles. Donc on est en plein dans le sujet. Eh bien, vous voyez que toutes les créatines enzymatiques vont être dans le chapeau. Elles sont toutes désirables. Par contre, les compensées sont toutes, et selon que vous enlevez 13 ou 17 micromoles, elles sont de part et d'autre, mais elles sont toutes en dehors du chapeau. Donc les créates compensées ne répondent pas, pour le sujet âgé, aux spécifications demandées. Et ça, on le voit tous les jours si on regarde le contrôle de qualité. Ça, c'est un contrôle de qualité probiocal. Donc, avril 2010, eh bien, vous voyez d'abord la répartition dans les laboratoires français. Vous voyez que certains laboratoires vont vous répondre 9-10 et d'autres vont vous répondre 44. Idem pour des créatinines de 70, ce qui correspond une fois de plus à la médiane de la population, médiane des femmes dans la population âgée, 70 micromoles. Certains vont répondre 40, d'autres 90. Et en vert, vous avez les créates enzymatiques. Eh bien, regardez les CV entre les méthodes interlaboratoires. Vous voyez que les Jaffe IDMS traçables, c'est-à-dire les Jaffe dits compensés, sont à 9, alors que les créatines enzymatiques sont à 4%. Donc vous avez un élément important qui va se traduire par une transférabilité des créatinines. Si tout le monde utilise des créatinines enzymatiques, les créatinines seront transférables, ce qu'elles ne sont pas actuellement. Dernier point, l'interaction avec les protéines. Eh bien, regardez ça, deux manips in vitro. Premièrement, ça c'est un travail de ce brave Cobert là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend des sérums et puis il les surcharge en protéines. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les créates enzymatiques ne vont pas bouger. Par contre, les créates compensées ou les créates non compensées, vous augmentez les protéines, vous augmentez les chromogènes non spécifiques et vous avez une surestimation. Alors, chez le sujet âgé, ça ne va peut-être pas être frappant, mais attention quand même au Waldenstrom, attention à un sujet qui se déshydrate, il va avoir une augmentation des protéines et vous ne saurez plus si c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, un effet des protéines, etc. À l'inverse, l'hypoprotilémie. Bien, nous, on s'est amusé à prendre des dialysats et puis on les a surchargés en protéines. Donc, on voit, là, on a fait 33 grammes. Oups, erreur. Alors, pour revenir en arrière, merci l'intendance. Pour revenir en arrière, c'est fait. Donc, là, on a mis 33 grammes de protéines et là, 60. Eh bien, on tombe, quand on n'a pas de protéines, on tombe sur moins 18 micromoles. On était très contents. C'est exactement ce qu'on enlève pour compenser, c'est exactement le pseudochromogène. À 33, on a déjà un biais de 5 et on voit que quand on a des protéines normales, eh bien, on a un dosage qui est adéquat. Donc, vous voyez que si vous êtes en hypoprotilémie, vous avez une sous-estimation des créatinines en utilisant les créatinines compensées. Vous allez me dire, tout ça, c'est in vitro. Oui, mais quand on regarde sur du plasma, une centaine d'individus cirrhotiques avec des variations de protéines, eh bien, on a une corrélation hautement significative entre le delta-créate d'une compensée et d'une enzymatique et les protéines. OK. Donc, à partir de là, quelles sont les recommandations? Je vais passer très rapidement. La Société de néphrologie recommande une créatinine traçable, l'AFSAPS, une créatinine traçable, enzymatique ou corrigée, mais attention, avec cette notion que dans certaines populations particulières, il n'y a pas le vieillard, et c'est une erreur, il n'y a pas le sujet âgé, eh bien, dans certaines populations particulières, il faut utiliser les méthodes enzymatiques. La SFBC 2011,
eh bien, souligne le fait que seuls les créates traçables sont utilisables, mais là aussi, déjà, étant donné les performances analytiques des méthodes enzymatiques, conformes aux recommandations du National Kidney Education Programme, la SFBC souhaite promouvoir leur utilisation et on souligne qu'il y a beaucoup moins d'interférences dans les créatinines enzymatiques. Enfin, l'HAS, en décembre 2011, eh bien, souligne encore que les performances analytiques des méthodes enzymatiques permettent leur utilisation, quelle que soit la concentration sanguine, y compris chez des créates aussi basses que 36 micromoles par litre, et dans toutes les situations cliniques, alors que les méthodes de Jaffe sont prises en défaut dans les créatinines basses et ont des interférences très neutres. Donc, là aussi, l'HAS recommande les techniques enzymatiques pour toutes les situations cliniques. Donc, la conclusion de cette deuxième question, c'est que les méthodes enzymatiques doivent être préférées aux méthodes de Jaffe corrigées. Alors, quelle équation choisir? Alors là, bien sûr, le bon vieux Cockcroft. Le bon vieux Cockcroft, et je dis bien le bon vieux, on est dans la gériatrie, 76 pour le Cockcroft. Il a été découvert en 76. Une avancée remarquable, recommandée pour l'ANAS depuis 2002 jusqu'en 2012, puisque l'HAS maintenant en 2012 recommande de l'oublier. Et pourquoi on doit l'oublier? Parce que dans le Cockcroft, tout est faux. Tout est faux. Il a été défini à partir de seulement 249 hommes, que des caucasiens, pas de femmes, on était loin de la parité. Il doit être normalisé par mètre carré 73, j'y reviendrai. Mais dites-vous bien que dans quand vous avez le poids et la taille, tout est déclaratif. Alors, minute de misogynie, eh bien, quand vous demandez à une femme son poids, elle vous donnera le poids dont elle rêvait à 20 ans. Quand vous lui demandez sa taille, elle vous donnera la taille dont elle rêvait à 20 ans avec talons. D'accord? Donc, tout est faux dans le Cockcroft. Et puis, il faut bien voir que, ne vous en faites pas, les hommes c'est pareil, hein, ne vous en faites pas. Donc, il faut bien voir qu'elle évalue la clairance de la créatinine et pas le débit de filtration glomérulaire. Et puis, s'il y en a encore qui sont convaincus par le Cockcroft, dites-vous bien qu'on ne sait plus la méthode de dosage qui a utilisée pour la créatinine et que donc, en fait, elles ne sont pas applicables aux méthodes IDMS traçables. Donc, le Cockcroft doit être oublié. Alors ensuite, vous avez bien sûr le fameux MDRD 175, Modification Diet in Renal Disease. Vous avez cette équation, vous la connaissez par cœur, vous l'avez tous dans vos iPads, iPhone, informatique centrale du labo. Et puis, il y a ce facteur 1,21 si vous êtes noir, américain, parce que ça a été uniquement validé pour le noir américain. Et à côté de ça, vous avez les jaunes. Donc on a la population japonaise. Eh bien, eux, on dit, ils sont moins musclés que les noirs, donc on va les multiplier par 0,8. Et plus personne n'y comprend rien, et on ne sait pas comment utiliser ce facteur de 1,20. On n'est jamais satisfait avec les équations, je vais y revenir. Donc le MDRD, il y a des limites. Donc on sort en 2011, je crois, non 2009, comme on vieillit vite, le CKD-EPI equation. Donc ça, c'est magnifique. Quand vous regardez l'évolution de la créatinine avec les fonctions rénales, vous avez une exponentielle. Donc je ne suis pas matheux pour un sou, mais une exponentielle, il y a finalement deux courbes, une qui est là, une qui est là. Donc ils se disent au milieu, il y a un genou, et selon ce niveau de créatinine, je vais changer ma pente. Tout ce que ça veut dire, c'est que selon le niveau de créatinine, je change ma pente dans l'équation. Alors ça, c'est actuellement la meilleure équation, et vous voyez quand même qu'il y a encore ce facteur ethnique. Avant, c'était un 2, maintenant, c'est un 16. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, je me suis amusé avec un type qui connaît les maths, à regarder, là, vous avez les créatinines. Oui, attendez, j'arrive. Là, on a les créatinines, là, on a les âges, 20 ans, les hommes, les femmes, 20 ans, 50, 60, 80. Eh bien, regardez quand même. On va laisser tomber les Japonais, vous avez les Blancs, les Hispaniques et les Blacks américains. Eh bien, qu'est-ce que vous regardez? Quand vous êtes à 60, vous voyez que quand même, quand vous êtes âgé, la différence de créatinine pour un stade 3, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, d'accord? Donc, en fait, les recommandations de l'HAS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que d'abord, il faut surtout éliminer le Cockcroft. Il faut retenir le CKD-EPI, et si on n'a pas le CKD-EPI, on prend le MDRD. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le facteur de correction ethnique n'est pas applicable en France. Et attention, parce que si vous multipliez dans vos ordinateurs, là,
dans votre logiciel de centrale du labo, vous multipliez par 1,21, vous introduisez dans votre logiciel de l'informatique un facteur discriminant ethnique. Et donc là, vous êtes coincé par la loi, je ne sais pas laquelle, mais par la loi française. OK ? Donc, voilà. Et en fait, c'est là-dessus que je vais finir dans les 5 minutes qui me restent, Madame la Présidente, sur l'intérêt des équations. C'est une méthode comme une autre, pas très démocratique, mais bon, de se dire, voilà, quelle est l'équation en pharmacologie? Eh bien, l'HAS, dans sa grande sagesse, a dit, attention, tous les résumés des caractéristiques de produits sont liés au Cockcroft. Et donc, il serait souhaitable de revoir les RCP pour permettre l'adaptation des médicaments en fonction du DFG estimé par l'équation de CKD-EPI. Et là aussi, regardez un peu. Premièrement, souvenez-vous que le Cockcroft est mauvais en fonction de l'âge. Il est mauvais en général. Plus vous vieillissez, plus il est mauvais, puisqu'il va sous-estimer la fonction rénale aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et c'est normal, parce que le Cockcroft diminue linéairement avec l'âge. Là, vous avez un type de 80 micromoles. Il garde un sexe stable, une taille stable. Il est toujours de même race. Eh bien, malgré ça, rien qu'avec l'âge, ses fonctions rénales diminuent. Si vous utilisez un MDRD, parce que vous avez une exponentielle, ça talonne. Et ça, c'est retrouvé dans toutes les publications. Le Cockcroft sous-estime toujours le DFG, le MDRD, il y en a qui le trouvent parfait. Regardez celui-là, un Cockcroft, il est là, un MDRD, il est là. D'autres qui trouvent un peu une surestimation, mais cet auteur, Lamb, en 2007, a repris ces données et il les retrouve très proches de la médiane. Et pourtant, vos gériatres, comme les miens, comme ceux de Lyon, comme ceux de Paris, disent qu'il faut utiliser un Cockcroft. Sauf qu'ils vous disent quoi? Quand on regarde bien, Renal Function, c'est mieux avec le Cockcroft, sauf qu'en fait, la méthode de référence, c'est une clearance de la créatinine mesurée urinaire. Donc attention à ce papier, il induit en erreur. Alors quand même, je me suis amusé, ça va, je me suis amusé à regarder les évolutions pour les créates médianes, chez la femme, chez l'homme, premier quartile, deuxième quartile. Vous avez le Cockcroft, dégradation linéaire en fonction de l'âge. Vous avez le MDRD, vous avez les CKD-EPI. Si on regarde ceux qui ont les créates les plus basses, premier quartile, eh bien finalement, si on prend un seuil à 50 ml par minute, vous voyez que ça concerne très peu de sujets, seulement les sujets âgés de plus de 90 ans. Si je prends des créates à 70 ou à 90, là, j'ai pour les hommes au-dessus de 85, pour les femmes au-dessus de 90. Donc, les femmes au-dessus de 90, la moitié de la population. Et si je regarde le quatrième quartile, les créates les plus élevées, eh bien, j'ai sur ces 25% de population, les femmes, je les prends à 75 ans et à 85 ans à peu près pour les hommes. Donc ça, c'est quand même pas chez tout le monde, c'est chez une frange de la population. Et puis, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Qu'est-ce que vos gériatres veulent un Cockcroft? Mais ils ne seront pas capables de vous dire s'ils veulent un Cockcroft indexé par le poids et la taille ou s'ils veulent un Cockcroft désindexé. Or, en fait, qu'est-ce qu'il faut en pharmaco? Eh bien, en pharmaco, il vous faut quelque chose en millilitres par minute sans tenir compte de la surface corporelle. Sans tenir compte de la surface corporelle. Tenez compte de la surface corporelle pour la néphrologie, c'est-à-dire pour établir les stades de l'insuffisance rénale chronique, mais pas pour l'adaptation posologique. Et je vous conseille de lire cette remarquable revue de Jones en mai 2011. Et donc, en fait, le JFR normalisé, hop, là il y a une erreur, le JFR normalisé par mètre carré 73, c'est pour de l'épidémiologie, pour de la néphrologie. Excusez-moi, j'ai fait une erreur là. Et le GFR en millilitres par minute, c'est pour le monitoring. Et si on prend ça, et qu'on regarde la concordance entre le MDRD désindexé, c'est-à-dire exprimé en millilitres par minute, et non plus en millilitres minute par mètre carré 73, et le Cockcroft en millilitres par minute, eh bien, vous voyez que la concordance est excellente. La concordance est excellente. Donc, ce que dit Jones, il dit surtout, utilisez une seule méthode, le CKD-EPI, parce que c'est la meilleure,
Et si vous voulez faire de l'adaptation posologique, eh bien, désindexez votre CKD-EPI parce qu'il vous le donne d'emblée en millilitres par minute par mètre carré 76. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, vous le divisez par 1 mètre carré 73 et vous le multipliez par la surface corporelle. Et vous voyez que si vous faites ça, eh bien, vous allez avoir des évolutions différentes chez l'homme et chez la femme. La femme ayant une petite surface corporelle, eh bien, le GFR va diminuer, l'estimation du GFR va diminuer, celle de l'homme ayant une surface corporelle plus élevée va augmenter. OK. Donc, en conclusion, eh bien, quelle équation choisir? Le CKD-EPI, la méthode de référence pour l'évaluation du DFG et le suivi des fonctions rénales. Pour l'adaptation posologique, le CKD-EPI ou le MDRD peuvent être désindexés. Et en cas de discordance, eh bien, on vous conseille, les recommandations internationales vous conseillent de vous tourner vers des marqueurs alternatifs et peut-être la cystatine. Je passe sur la cystatine, sur ce que c'est, vous le savez tous. C'est une protéine non glycosylée, c'est un inhibiteur des protéases, on s'en fout. Ça a un poids moléculaire de 13 kDa, c'est-à-dire c'est le même poids moléculaire que la bêta-2-M globalement, même poids moléculaire que la bêta-2-M. C'est filtré, c'est réabsorbé par le tubule mais totalement dégradé. Et puis, donc, c'est un excellent marqueur du débit de filtration glomérulaire. Il y a une tentative de standardisation qui est faite. Et si vous voulez, dans la saga des équations, eh bien, vous reconnaissez ici le CKD-EPI. Ils ont sorti un CKD-EPI cystatine C équation, donc c'est un papier du New England récent, avec en faisant le même coup du seuil de cystatine en fonction de la fonction rénale. Et puis c'est certainement ça qui sera l'avenir dans certaines populations, et en particulier chez les sujets âgés, des équations combinées, créatinine, cystatine C. Et pour vous convaincre du suivi pharmacologique, regardez ce qu'on obtient, par exemple, pour, je crois que c'est de la vancomycine, oui c'est ça. Pour de la vancomycine, si on prédit la dose avec de la créatinine, regardez ce qu'on peut obtenir avec de la cystatine, c'est quand même mieux, c'est plus rassurant. Donc voilà, une place pour la cystatine après standardisation, probablement dans les équations combinées, mais il faut avoir un informaticien sous la main. Et puis après, pour le pharmacomonitorage, certainement là aussi, une perspective d'avenir. Merci de votre attention. Excusez ma faconde méridionale. Donc on remercie le docteur Christol pour son intervention très actualisée sur un paramètre qui est très prescrit dans les laboratoires et donc les nouvelles recommandations du CKD-EPI et des créatinines enzymatiques. Que je pense qu'actuellement, il y a encore beaucoup de laboratoires qui font la créatinine de Jaffé. Il va falloir peut-être changer de technique, passer aux créatinines enzymatiques, mais ça a certainement un coût, ça. Et non. Au niveau de la nomenclature, je n'ai pas notion que la créatinine allait... Donc, il va falloir vraiment réfléchir. Vous regardez le bénéfice-coût, voilà. Oui. Pour la santé, convaincre les responsables de notre nomenclature. Oui, je crois qu'il y a aussi un élément très important, c'est la négociation avec les laboratoires fabricants. Donc nous, on a beaucoup insisté là-dessus. Dans le sud de la France, là, pratiquement tout le monde est passé en créatinine enzymatique, aussi bien dans le privé que dans le public. Il y a eu un mouvement boule de neige, et ce mouvement boule de neige a augmenté la demande en créatinine enzymatique et mécaniquement, finalement, a baissé le prix. Donc, je ne vous dis pas qu'on est tombé au même prix que la créate Jaffé, encore que les négociations sont ouvertes et ça dépend des bécanes que vous avez, si elles sont ouvertes ou fermées. Si elles sont fermées, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions concernant le sujet? Je suppose qu'il y a de nombreuses questions concernant la créatinine. C'était intéressante cette histoire de négocier pour que sur l'ensemble du territoire, on puisse obtenir des prix intéressants. Parce que c'est là le vrai problème. Mais indépendamment de cela, est-ce que la nomenclature bouge? C'est quand même dramatique de voir... Oui. Pour l'instant, la nomenclature n'a pas bougé. Je sais qu'elle s'est intéressée à un moment donné. Il y a eu des démarches qui ont été faites. Je ne peux pas vous dire où ça en est exactement. Il y avait des pistes sur on élimine l'urée, on s'arrange entre les deux.
C'était dans les négociations. Je n'ai pas suivi actuellement, mais une fois de plus, je vous répète, la négociation avec les boîtes est possible. De toute façon, vous avez des choses qui sont évidentes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une créate compensée chez l'enfant. C'est impossible. Il y a des types qui sortent des créates négatives. Chez le sujet âgé, on ne peut pas. Donc, en réanimation, avec toutes les interférences, toutes les variations de protéines, on ne peut pas. Donc, nous, au départ, si vous voulez, pour tout vous dire, il y a bien longtemps, on s'était dit, OK, on fait des créates Jaffé parce que c'est moins cher, on réserve les créates enzymatiques pour une certaine population, et puis on va faire des procédures réflexes si elle est trop basse, etc. On n'y comprend plus rien. Donc, on est allé voir les types, on leur a dit, écoutez, nous, on vous prend tout en enzymatique, mais il faut qu'on s'y retrouve. Et puis après, à l'époque, on avait des appareils ouverts. Donc, on peut faire jouer la concurrence entre les boîtes. Bon, maintenant, on a des appareils fermés, mais on leur a dit, écoutez, voilà, il nous faut tel prix. J'ai un travail à faire. Voilà, mais je crois que les démarches, tous ensemble, ça a beaucoup plus de poids vis-à-vis des fabricants que si on y va seul, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Et une fois de plus, l'HAS maintenant a donné des recommandations extrêmement fortes. Donc, on peut s'appuyer sur l'HAS pour négocier. Mais enfin, il ne faudrait pas que ça se résume à un problème de sous. Hein. Enfin, c'est quand même le nerf de la guerre. Merci Jean-Paul de ta clarification. Je voudrais insister également, dans la région lyonnaise, pareil, on est tous passés en créatine enzymatique. En 10 ans, le prix a baissé de 10. C'est-à-dire, on est passé de 2 € à peu près à 25 centimes d'euros. Le coût de la créatine. On peut encore. Je pense que le gouvernement avait quand même mis en priorité nationale le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique, comme étant une thématique majeure de santé. Donc je crois qu'effectivement, s'il y a une action à faire pour augmenter, parce qu'effectivement, j'ai entendu derrière, il y a une diminution actuellement de la nomenclature pour la créatinine. Il faut augmenter effectivement la nomenclature à ce niveau-là, parce que ça coûtera moins cher à la société que de prendre en charge des insuffisants rénaux chroniques trop tardifs. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait, c'est extrêmement important. Et c'est là encore un biais du Cocroft. Si on utilise le Cocroft chez le sujet âgé, vous allez diriger vers les néphrologues des patients qui n'en ont pas besoin, parce que ce sera un artefact du Cocroft et vous allez dire il est en insuffisance rénale chronique, je le confie à un néphrologue. Le deuxième point, c'est ce que tu insistes, il faudra bien qu'on fasse des choix, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin, on peut très bien augmenter la nomenclature d'une créatine enzymatique, diminuer la clairance de la créatinine qui, si on a une bonne équation, ne sert plus à rien, et là encore le recueil des urines, c'est plutôt périlleux. Et chez le sujet âgé, je ne vous raconte pas. Donc, il y a ça, il y a la place de l'urée, enfin, il y a certainement des marges de manœuvre qui n'ont peut-être pas été, je suis d'accord avec toi, explorées jusqu'au bout actuellement. Mais là, il faut continuer dans cette voie-là avec les sociétés savantes et l'HAS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais vous demander, quel est l'âge critique où il faudrait arrêter de faire le calcul du Cocroft? L'âge critique, 0. C'est-à-dire qu'en fait, dès la naissance, il ne faut plus faire de Cocroft, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans. Ne faites plus de Cocroft. Surtout, abandonnez-le et n'écoutez pas vos gériatres quand ils vous disent « oui, mais ». Alors, ce qu'on fait, nous, on leur rend le MDRD. Quand ils appellent « je veux un Cocroft », eh bien, vous leur dites « calculez-le vous-même ». Vous avez des sites où vous allez le trouver. Débrouillez-vous. Et puis voilà, moi, je ne vous rendrai pas un truc qui est faux. Merci.